Bonjour et bienvenue dans Crunch, le podcast qui fait croustiller le rugby avec la rédaction de l'équipe. Bonjour la rédaction de l'équipe. Salut. Bonjour. Cette semaine, on va parler de l'équipe de France, forcément, on ne va pas bouder notre plaisir après la victoire de samedi contre l'Écosse. Et on va plus particulièrement parler des jeunes personnes qui ont mis quelques paillettes sur ce palichon 15 de France. Puis on dira quelques mots des Gallois qui sont venus à bout des mêmes Anglais qui nous ont laissé les fesses rouges, qui ont laissé les fesses rouges au bleu. Nous, a priori, ça va. Et puis on finira par le top 14 parce que le rugby étant ce qu'il est, top 14, il y avait ce week-end. Après le coup de grisou de Didier Lacroix, le président du Stade Toulousain, on se penchera donc sur ce top 14 qui en a marre des doublons. On parle de tout ça avec les journalistes de la rubrique rugby de l'équipe. Aujourd'hui, Renaud Borel, salut Renaud. Salut Christelle. Clément Dossin, salut Clem. Salut Cricri. Et Aurélien Bouisset, salut Aurélien. Hello. Eh bien, vous savez tout, alors c'est parti, flexion liée jeu. D'abord, on va commencer en reprenant vos pronostics de la semaine dernière pour France-Écosse. On rappelle le score, c'est 27-10 pour les Bleus. Eh bien, vous étiez tous pas mal. On a eu un 22-20 de Laurent, un 30-18 de Renaud et Alex qui n'est pas là, mais qui est notre grand vainqueur avec un très approchant 25-12. Pas mal. Donc voilà. Renaud, bravo. C'est pour ça que c'est le chef, Ouais. Alex. Renaud, pas mal aussi. Je te félicite. Ouais, ils auraient marqué tous leurs essais et j'aurais été un large vainqueur de ce concours. C'est vrai. C'est encore la faute de l'équipe de France. Ah bah, c'est pas la mienne quand même. Alors, on rappelle qu'ils ont eu 14 essais refusés après vidéo, donc ça fait beaucoup. Ben voilà, bravo messieurs. Sur cette brillante prestation, on peut passer au premier thème et à la victoire des Bleus contre l'Écosse. Alors, si on est très content de parler d'autre chose que de défaite, ça détend. On va pas non plus se rouler par terre d'allégresse tout de suite, vu qu'on n'avait pas complètement les Avengers en face. On va plutôt se pencher sur Ntamak, Dupont, Ramos et tous nos bébés bleus. J'ai lu dans un excellent quotidien sportif ce matin que l'équipe de France comptait 9 joueurs de moins de 25 ans au coup d'envoi samedi. Ce qui a permis, alors je vais livrer une analyse technique un petit peu pointue, ça nous a permis de voir du bon et du moins bon. Vous qui avez regardé le match 8 fois, je pense déjà depuis samedi, avec un peu de recul, on reste content de la prestation des jeunes, Clément ? Oui, on va commencer peut-être par celle de la charnière Dupont-Ntamak parce que c'était ces deux joueurs-là qui étaient les plus attendus, qui étaient réclamés à corps et à cri par une partie de la France du rugby et on peut dire qu'ils ont livré une prestation satisfaisante, que ce soit dans le registre qu'on leur connaît, enfin voilà, c'est des attaquants, quoi, des punchers et tout ça, mais aussi dans un registre plus inattendu de gestion de match pour Dupont avec un jeu au pied de qualité, de défense pour Ntamak qui a été extrêmement sollicité, qui finit à 20 plaquages. Donc voilà, cette charnière a répondu aux attentes. Ramos a fait des choses intéressantes aussi. Je vais pas tous les passer en revue. Bamba confirme que même quand le match s'emballe, il est capable d'élever son intensité et de sortir de ce qu'il fait en Pro D2 pour s'adapter au niveau international. Donc oui, globalement, les prestations des gamins sont très satisfaisantes, ouais. Enfin, ou plutôt satisfaisantes. Toi, Renaud, qui les a suivis, qui les suit, tu les as trouvés comment ? Enfin, je sais pas, on sait que c'est pas grosse ambiance avec l'équipe de France, mais t'as pu avoir un petit ressenti quant à ces jeunes-là ? Bah, ils ont apporté ce que je pense le staff attendait d'eux, c'est-à-dire de la fraîcheur, une façon de jouer décomplexée. À pas être intimidé ni par le contexte, ni par l'événement, ni par un Stade de France qui était plein pour une fois. Donc ça, c'est de nature à être encourageant. Pour moi, il y a deux bonnes surprises. C'est Ntamak qui joue à l'ouverture alors qu'il est plutôt centre en club, qu'il est champion du monde moins de 20 en jouant au centre, et qui s'en sort vraiment très très bien, notamment sur cette défense qu'on craignait. Ramos qui a amené un punch à l'arrière qui est typiquement sa qualité au Stade Toulousain mais qu'il a transposé au niveau international, donc à voir sur des marches plus hautes. En revanche, Dupont, c'est absolument pas une surprise. Il a été coupé 1 an de l'équipe de France à cause d'une blessure, mais il faut se souvenir que sur ses premières sélections il avait déjà été énorme, notamment contre les All Blacks. Donc quand à son âge on fait déjà des grands matchs contre les All Blacks, on peut s'attendre quand on est plein de bourre à des matchs comme celui-ci. Et quant à Bamba, lui, c'est aussi une vraie surprise parce qu'en fait, il monte en puissance.
alors que avant le tournoi, son dernier match, c'était Soyaux-Angoulême. Bon, bah là, de match en match, il monte le volume et ça, pour le coup, effectivement, c'est plaisant. Oh, l'Écosse, c'était un peu Soyaux-Angoulême, là, non? C'était pas terrible, c'est sûr, c'était pas la grande Écosse. C'est pas la grande Écosse. Avec tous ses meilleurs joueurs. C'est la Pro D2 du Six Nations. Ouais, là, c'était un peu triste à voir. Pas quand même, mais oui, c'était très affaibli. Oui, notamment parce qu'on avait pris soin d'assommer Finn Russell en top 14 la semaine d'avant. Comme quoi, le top 14 aide l'équipe de France. Hein. Et voilà, toujours du mal du top 14, alors que pas du tout. Aurélien ? Moi, ce que j'ai remarqué, c'est le comportement de Greg Aldrit, mais en fait, dès le match contre l'Angleterre, et c'était impressionnant qu'il rentre dans un contexte à Twickenham où l'équipe de France n'était pas du tout dans le match. Et ce qui était marquant, c'est qu'il était rentré sans complexe, et en plus, en étant motivé, en transmettant pas mal de rage à ses coéquipiers en fin de match. Alors que c'est un joueur inexpérimenté à ce niveau-là, il s'exprimait, il encourageait. Et là, contre l'Écosse, il a reproduit la même entrée, décomplexé. Et il disait ça dans l'interview d'après-match. Et en fait, quand j'étais allé à Auch, en reportage, j'avais rencontré son entraîneur en catégorie de jeunes quand il était formé là-bas. Et il jouait avec Pierre Bourgarit. Et son entraîneur m'avait dit, mais cette génération de jeunes joueurs, elle me rend fou parce que ils arrivent en match hyper détendus. J'ai l'impression qu'ils ne sont pas impliqués, mais en fait, ils jouent sans complexe, entre amis. Et ça, c'est comme s'il avait retranscrit en équipe de France aussi. Et c'est pour ça que j'ai bien aimé son comportement à Aldrit. Il y en a deux qu'on n'a pas cités, là, parce qu'on s'intéresse vraiment aux tout plus jeunes, mais il y a Ituria et Lambé qui sont à 24 ans, qui sont encore qui représentent eux aussi l'avenir du 15 de France. Et il y en a un qu'on cite encore moins parce qu'on a l'impression qu'il en a 30 à force d'être là, c'est Ficou, qui lui aussi n'a que 24 ans. C'est dingue parce que il est dans le circuit depuis un moment. Mais Penaud aussi. Et Penaud, pardon, qu'on a oublié aussi. Donc ça fait quand même une génération de garçons là. Moi, je suis un peu goguenard aujourd'hui parce que j'ai envie de dire que j'avais raison. Non, mais je me souviens qu'on avait eu un débat il y a un an et demi de ça, je pense. On était encore sous Novès et on s'était dit, est-ce qu'il ne faut pas dès maintenant faire table rase de toute une génération et lancer que des jeunes. Alors j'avais volontairement adopté une position un peu exagérée sur la question en disant si, voilà, il faut les lancer maintenant pour 2023 évidemment, et puis en espérant une bonne surprise en 2019. Je trouve qu'on le fait trop tard presque dans un sens, quoi. C'est-à-dire que là on s'en réjouit, mais bon, maintenant il reste que 6 mois avant la Coupe du Monde. Si on l'avait fait il y a un an, ça aurait été, je pense, préférable. Ils auraient emmagasiné davantage d'expérience. Avec évidemment, bien sûr, la nécessité de les encadrer un minimum et de garder des Guirado, des Picamol qui est bon quand même depuis le début du tournoi, des quelques anciens pour encadrer un peu la bleusaille, quoi. Et Arthur Ituria et Damien Penaud sont jeunes encore, mais à Clermont, l'année du titre, en 2017, c'est des mecs que Franck Azema n'avait pas hésité une seconde à lancer au moment des phases finales, presque, ou en fin de saison, quand ça commençait à être des matchs à enjeu. Ils étaient encore plus jeunes que maintenant, ils avaient tout juste un an et demi de moins. Ouais. Et il y avait aussi Raka à l'époque, et en fait, de la phase finale jusqu'au titre, ils s'étaient comportés de manière comme on les voit en équipe de France, c'est-à-dire sans complexe. Ils avaient apporté, ils avaient été très très importants dans la conquête du titre de Clermont. Donc ça prouvait déjà qu'ils avaient la capacité à s'adapter aux exigences du très haut niveau. Et ils arrivent à le faire en équipe de France maintenant aussi. Sur ces, j'en ai compté 8, je crois. Il y en a 6 qui jouent à La Rochelle, au Stade Toulousain, à Clermont. On est quand même sur des équipes qui ont l'habitude de mettre des jeunes et puis qui ont l'habitude de jouer aussi. Ouais, c'est vrai. C'est d'abord qui ont l'habitude de gagner. C'est pas anodin pour cette équipe de France, c'est-à-dire que ce sont des joueurs qui en club, eux, connaissent le succès, et qui ont, comme tu le dis, qui adhèrent à une certaine philosophie de jeu. Il n'est pas anodin aussi de Renaud en parler, quoi. Ce que fait Ramos sur sa relance de l'essai, il le fait tous les week-ends au Stade Toulousain, et voilà, il se dit, il n'y a pas de raison que ça marche en top 14, en Coupe d'Europe, et que je le tente pas sur ce coup-là. Et ce qui est appréciable, c'est qu'il le tente, qu'il se dise pas, je vais me faire taper sur les doigts si je le fais et que je le rate, même s'il a eu des ratés dans son match, on pourra en parler après, mais voilà. Et
Et ouais, il y avait une grosse majorité de Toulousains derrière et un mec comme Penaud dont on peut, qui est presque Toulousain dans l'âme, enfin voilà, qui est un garçon aussi qui aime relancer des ballons et tout. Donc c'est vrai que il se retrouve aussi sur cette philosophie de jeu là. Je relève pas que les gens qui jouent à Clermont sont Toulousains dans l'âme. Au secours. Vas-y Renaud. Toute la question, ça va être de maintenir justement ce choix-là de l'Écosse en Irlande en fonction des circonstances du match de l'Irlande. Et si d'aventure ça ne se passait pas aussi bien que contre l'Écosse, parce que l'Irlande ce sera sans doute quand même une marche au-dessus, il faudra peut-être essayer de continuer avec ces jeunes-là, parce que de toute façon ce qu'ils auront vécu en Irlande, ce sera du bagage supplémentaire pour l'Italie ensuite, et puis pour la montée vers la Coupe du Monde. Donc c'est là qu'il faudra décider que ces choix-là ont été faits pour durer et pour préparer l'avenir à court et à moyen terme. Moi, je suis d'accord avec ça et c'est pour ça que je le redis, je regrette d'autant plus qu'on ne l'ait pas fait avant, parce qu'ils auraient pu vivre une tournée en Nouvelle-Zélande, parce qu'ils auraient pu vivre des tests contre les All Blacks et l'Afrique du Sud, pardon, pas les All Blacks, on n'a pas joué les Blacks, mais contre l'Argentine et l'Afrique du Sud en novembre dernier, donc voilà, c'est dommage quoi. Ces choix, ils n'étaient pas faits pourquoi ? Parce qu'on était dans l'illusion que l'équipe de France, sur un malentendu, elle pourrait peut-être être championne du monde au Japon. Donc on continuait à ménager les anciens, les joueurs qui avaient... En fait, on n'avait pas encore fait le deuil de cette Coupe du Monde potentiellement. Donc on n'osait pas franchir ce cap de lancer des jeunes pour lesquels on pouvait se dire c'est peut-être un peu tôt encore pour eux. Continuons avec ceux qui ont déjà prouvé. Bon, et peut-être que l'amalgame a commencé à prendre en Écosse. Il faut que ça confirme, mais il faut surtout persévérer dans cette voie. Et en zone mixte, tu les as vus, toi, Renaud ? En zone mixte, je les ai vus, oui, effectivement. Ils ne sont pas protégés, je veux dire, spécialement. Tu sais, parfois, les jeunes joueurs, on te dit non, on les protège, on les protège de Renaud Bourrel, très souvent, on dit ça. Non, j'ai pas... Enfin, c'est des joueurs, c'est une génération pro. Hein. Ils passent déjà devant des micros toute la semaine, le week-end. Donc non, j'ai pas de mémoire. J'en ai vu. Enfin, je sais pas s'il y en a qui ont été protégés. Certains sont passés aux radios, donc pas en presse écrite. Mais Dupont était là. Il a fait une analyse très lucide du match. Ituria pareil. Non, ils étaient pas protégés. Il y avait pas de triomphalisme. Alors je sais pas si c'était la consigne de com ou ça y ressemblait. Ils étaient tous un peu sur la même tonalité. Il y avait pas de triomphalisme. Il y avait surtout du soulagement en fait, de pas s'être enfoncé un peu plus et d'avoir été chercher ce bonus dans les dernières minutes, d'avoir marqué des jolis essais. Il y avait aussi pas mal de plaisir face au stade qui était plein. Ils ont été nombreux à le dire. Et c'était assez sincère en fait que le fait qu'il y ait 78 000 personnes, ce qui n'était pas arrivé depuis un moment, ça les avait aidés aussi. Donc c'était une zone mixte plutôt plus agréable que d'habitude. Maintenant, je voudrais rajouter un truc, Christelle. La question, Renaud l'a dit, c'est d'abord de voir qu'est-ce qu'ils vont donner face à une opposition plus relevée, donc que ce soit l'Irlande là prochainement ou d'autres adversaires. Et puis surtout, la question à plus long terme, c'est est-ce que le système va pas finir par les bouffer comme ils ont bouffé d'autres joueurs talentueux qu'on a eu par le passé. Quand je dis ça, c'est-à-dire à jouer 35 matchs par an, à batailler tous les week-ends en top 14, etc., etc. Je me souviens très bien de l'arrivée au haut niveau de Fofana et Maestri, qui étaient les deux joueurs, on va dire, du début du mandat PSA, incontournables, qui jouaient tous les matchs et qui étaient vraiment deux joueurs, voilà, qui avaient le niveau international de manière indiscutable. Et qui ont indiscutablement, au fur et à mesure des années, à 35-40 matchs, décliné, quoi, ou se sont blessés, ou enfin voilà. Et prenons garde, c'est ce que disait Michalak dans le journal dimanche, notamment sur la charnière, à pas les griller, d'abord à ne pas en attendre trop, et puis à les préserver, à pas les rincer complètement, quoi. Très bien, on va rester dans le tournoi, mais changer d'équipe. On va dire quelques mots sur cet étonnant Pays de Galles qui, après avoir perdu une mi-temps contre l'équipe de France, a battu l'Angleterre 21-13 samedi après-midi. Aurélien, tu étais au Millennium. À te lire, le balai aérien offert par les Gallois et les Anglais t'a bien plu. C'était un grand match.
Ouais, c'était génial. C'était un match super, en fait, intense. C'est ça qui était impressionnant. C'était la justesse avec laquelle les deux équipes ont joué, et puis elles se sont rendues coup pour coup. C'était vraiment... Et puis l'ambiance, en plus, du Millennium, avec les Gallois qui renversent le match en seconde partie. En plus, c'était comme on s'y attendait. Tactiquement, on avait prévu que ça jouerait beaucoup au pied, que les deux équipes seraient testées là-dessus. Mais ça s'est passé comme prévu, et tout était bien exécuté, quoi. Avec voilà, le final dont rêvaient tous les Gallois. Clément, je crois que tu avais quelque chose à nous rappeler quand ouais. Non, mais avant le tournoi, on avait évoqué le fait que Ian McGuigan, l'ancien entraîneur des Lions, avait fait des Gallois ses favoris. Notamment, il justifiait ça par le fait qu'il recevait et l'Angleterre et l'Irlande, Galles-Irlande qui sera le dernier match du tournoi. Et voilà, donc je pensais juste qu'il fallait toujours écouter les vieilles personnes, parce que la vérité sort toujours de la bouche des vieilles personnes. Quel premier de la classe, celui-là? Confère Pierre-Michel Bonneau. Non, mais ils étaient... Ou Jacques Brunel. Ah non, pardon. Le Pays de Galles, ils abordaient le tournoi avec 10 victoires de suite. Ils sont hyper en confiance. Ils ont le même staff depuis 2008. Depuis 12 ans. Ouais, non, mais c'est un truc de dingue. Ouais. Ils ont une stabilité mais dans tous les domaines. Warren Gatland, c'est sans doute un des sélectionneurs les plus affirmés maintenant du circuit international. Rob Oley comme entraîneur de l'attaque. Sean Edwards, c'est le même entraîneur de la défense depuis une éternité. C'est une référence. Même leur prépa physique, c'est une sommité, quoi. Quand nous, on bricole avec des entraîneurs, soit qui débutent, soit qui ont plus de poste, comme adjoint Jacques Brunel, eux, ils ont des mecs qui sont des références au niveau mondial, à chaque composante, quoi. Donc le préparateur physique, c'est Paul Streetjohn. Tout le monde se l'arrache. Toulon l'a voulu un moment, l'équipe d'Angleterre l'a eu un moment. Donc, ils passent même dans les clubs, dans certains clubs qui leur demandent pour venir faire les tests physiques. Ça leur arrive en top 14 de temps en temps. Là, ils ont des méthodes un peu particulières de mesure de performance, et ils font souvent le tour des clubs en Europe pour ramener leurs compétences. Oui, c'est ça qui est impressionnant ils sont en pointe, c'est assez étonnant. Ah, mais ils sont carrément en pointe, les Gallois. Et c'est pour ça, même avec seulement 4 clubs pro, beaucoup moins de joueurs qu'en France, ils arrivent à se maintenir à un très haut niveau depuis presque une décennie maintenant. Hein, donc, mais je me souviens que Thierry Dufautoir, l'ancien capitaine de l'équipe de France, qui n'est pas encore une vieille personne, lui, c'était un des adversaires qu'il redoutait le plus, parce que tout le temps qu'il a joué en équipe de France, c'était l'équipe qui envoyait le plus de jeux et le plus de rythme. Et c'était assez infernal. Il le racontait assez bien. Il n'y avait jamais de temps mort. C'est une équipe qui vous asphyxiait, quoi. Moi, ce que je trouve... vas-y, finis, Renaud. Plus c'est vrai. Ce que je trouve sidérant, en fait, dans cette équipe, on en discutait ce matin avec Aurélien, c'est que voilà, il y a très peu de joueurs de classe ultra-mondiale. Enfin, vous voyez, il y a très peu de joueurs qu'on citerait spontanément pour un 15 mondial. Il y a Alun Wyn-Jones, qui est un capitaine incroyable et dont le leadership est impressionnant. Il y a Liam Williams, l'arrière, qui est vraiment un super joueur et qui était d'ailleurs titulaire avec les Lions. Mais à part lui, il y avait qui d'ailleurs de titulaire avec les Lions? T'as Jonathan Davis. Et Jonathan Davis au centre, voilà. Mais une des références au poste. Disons qu'à part ces mecs-là, il y a de très bons joueurs, il n'y a pas de souci, mais il n'y a pas vraiment de mecs incroyables. Et c'est vraiment la force collective que dégage cette équipe qui est impressionnante, quoi. Et justement, comme le disait Aurélien, le travail exceptionnel qui est fait par le staff, qui arrive à hisser tous ces mecs à un niveau de performance hallucinant, quoi. Là où ils ont progressé. Ce qui est terrible pour la performance des Bleus, c'est que celle-ci arrive juste derrière leur match, et en fait, elle supporte plus la comparaison, justement par l'intensité de ce match-là, quoi. Comme disait Pierre-Michel Bonneau, c'est un peu le lever de rideau. On a vu France-Écosse en lever de rideau de Galles-Angleterre, quoi. C'était un amuse-bouche, oui. C'était autre chose, le spectacle au Millennium. Mais même là où ils ont progressé, ça c'est Warren Gatland qui le disait après la victoire contre l'Angleterre, c'est que maintenant le Pays de Galles a un groupe de haut niveau plus homogène, parce que là il leur manquait un joueur de classe mondiale quand même, qui est Faletau, le numéro 8, qui est vraiment un joueur énorme. Et son absence s'est moins sentie parce que Ross Moriarty donne une solution de rechange crédible.
Et donc, voilà, ils ont un banc moins faible qu'il y a quelques années. Et c'est pour ça aussi qu'ils sont peut-être plus réguliers. Et je pense que c'est une équipe dont il faudra vraiment beaucoup se méfier à la Coupe du Monde. On risque de les trouver sur notre route en Coupe du Monde. Hein. En quart de finale, potentiellement. On croise avec cette poule-là. Si on est deuxième de poule et que eux sont premiers de poule. Par exemple, ce qui est pas hallucinant de penser, parce qu'ils ont l'Australie et les Fidji, mais aujourd'hui, ils sont devant l'Australie, je pense. Enfin, après, il faudra voir dans la vérité dans 6 mois, mais... Et ils en parlent, Renaud, un peu, les joueurs de l'équipe de France, de la Coupe du Monde, où à chaque jour suffit sa peine, comme on dit? Non, là, ouais, c'est plutôt c'est plutôt à chaque jour suffit sa peine. Là, je les crois sincères et pas langue de bois quand ils disent on va déjà viser le match suivant, parce que il y en a aucun qui se sent ni installé ni. Bah c'est ça le truc, c'est qu'aujourd'hui, il y en a quand même peu qui ont un billet d'avion réservé pour le Japon de manière absolument certaine, quoi. Donc. Oui, ceux qui l'avaient pratiquement assuré il y a quelques temps ne l'ont plus. Oui, confère une certaine charnière clermontoise, par exemple, qui jouera en top 14 ce week-end. C'est dire le déclassement de Parra et Lopez en 3 semaines, c'est absolument hallucinant. Oui. Ils joueront contre Grenoble, mais c'est bien de jouer contre Grenoble, ça remet en confiance. Hein. Bien, on va rester sur le top 14 pour notre dernier thème. Puisqu'on y est. Alors, comme on est en pleine période de grippe, j'espère d'ailleurs que vous prenez soin d'éternuer dans votre coude. Hein, c'est important. Donc, pleine période de grippe et de doublons. Alors, sportivement, il n'y a rien de nouveau. Hein, les clubs grincent même plus vraiment des dents, en fait, sportivement. Mais Didier Lacroix, le président du Stade Toulousain, était remonté comme une pendule ce week-end, parce que le match des Bleus était programmé le même après-midi que 5 matchs de top 14, privant donc les joueurs de regarder ça. Il s'est par exemple ému du fait que son pilier Cyril Bay n'ait pas pu voir entrer en jeu Doudou. Dorian Aldeguerri. Doudou, tu viens plus à la soirée. Avec qui il a joué toute sa vie. Didier Lacroix trouve choquant que les joueurs n'aient pas pu voir leurs collègues jouer. Il aimerait qu'il y ait un jour dédié à l'équipe de France. Il en appelle aux télévisions. T'en penses quoi, toi, Renaud, que je sais meurtri d'avoir raté Perpignan-Agen? Mais en fait, je trouve, c'est paradoxal, je trouve la sortie de Didier Lacroix utile, mais qu'est-ce qu'il veut, Didier Lacroix? Il veut que, en fait, l'équipe de France joue le samedi et que tous les autres clubs jouent le dimanche, ou est-ce qu'il veut la mort des doublons? S'il veut la mort des doublons, alors là, il peut compter sur mon soutien. S'il veut juste qu'on décale d'une journée les matchs pour que tout le monde soit content, là, déjà, on est plus qu'à moitié d'accord. Parce que ce qui est complètement idiot, abruti, imbécile dans le rugby professionnel, c'est qu'il existe des doublons. C'est pas que l'équipe de France joue en même temps que le top 14, c'est que carrément des joueurs soient mobilisés en équipe de France et ne puissent pas jouer avec leur club. Ça n'a aucun sens dans un sport professionnel. Il est là le problème. Donc, en fonction de ce pourquoi il militera, il obtiendra un semi-soutien ou un soutien total. C'est plutôt la deuxième hypothèse, donc ton soutien sera que semi. Bien sûr, et c'est bien ça le problème en fait. Ouais, Son souci, le souci, c'est effectivement les affluences du top 14 qui sont peut-être un peu moindres dans les clubs. Effectivement, quand l'équipe de France joue, parce que les gens restent devant leur télé. Plutôt que d'aller au stade. Mais dans l'intérêt supérieur du rugby et de l'équipe de France, ce qui serait intéressant, c'est qu'il n'y ait carrément plus du tout de doublons et que quand c'est un week-end international, il n'y ait pas de championnat. Moi, quand même, je vais faire une petite aparté. Je pense qu'il était quand même très très content parce que j'ai vu des images de la Bodega de Toulouse avant le match, donc qui retransmettait le France-Écosse avant le Toulouse-Montpellier. Je crois qu'il a dû faire une bonne recette en termes de bière vendue et autres nachos de guacamole. Donc je pense que là-dessus, il n'aura pas à se plaindre. Après, je la trouve pas complètement stupide sa sortie. On est d'accord de toute façon sur le principe que les doublons c'est nul, naze et qu'il faut y mettre fin, mais ça ne passera que par un changement de formule. Il n'y a rien d'autre qui est possible. On peut pas faire rentrer 1,5 litre d'eau dans une bouteille d'1 litre, ça c'est mathématique. Donc tant qu'on passe pas à un top 12. C'est sa sortie qui était stupide, hein. Non, je sais. Après moi je suis quand même, je trouve, parce que au-delà du match de l'équipe de France, quand on est amateur de rugby, il y avait à 18h un putain de Galles-Angleterre. Ou à 17h45, voilà, donc à un quart d'heure avant le début des matchs de 18h, et à 18h, 4 matchs de top 14.
Et quand on est amateur de rugby, que par hasard on travaille dans un journal sportif et qu'on doit tout regarder en même temps, c'est chiant. Et je pense qu'il y a plein de gens qui étaient devant leur télé qui se sont dit, qui ont envie aussi un peu de suivre leur club, mais qui ont aussi envie de regarder Galles-Angleterre, c'est chiant, quoi. Donc voilà, au-delà de ça, est-ce qu'il ne faut pas trouver, mais même dimanche, Italie-Irlande, 16h, 16h50, Lyon-Clermont. C'est pénible. Donc, je sais pas. Alors après, évidemment, le diffuseur Canal+ va nous dire, bah oui, mais le dimanche, moi, j'ai de la Ligue 1 à placer. Et il aurait tous les droits. Il paye 97 millions d'euros par an, donc il fait ce qu'il veut. Est-ce que Didier Lacroix serait justement prêt à demander moins d'argent à Canal+? Voilà, c'est une autre question. Et puis après, si on met tous les matchs le dimanche, qui c'est qui va gueuler? C'est les amateurs. Même chose, parce qu'eux, ils pourront pas regarder le top 14 parce qu'ils jouent. Donc c'est un peu inextricable. Mais ceci étant dit, moi, ce que je retiens quand même dans son intervention, il y a une idée qui me plaît un peu, c'est cette idée de sacraliser le jour où l'équipe de France joue. Après, je sais que c'est pratiquement impossible, mais c'est pas inintéressant, quoi. Si on pouvait, ou alors qu'on éloigne le plus possible au niveau des horaires les matchs de top 14 du match de l'équipe de France, voilà. Bon, après, encore une fois, tant qu'on n'aura pas changé la formule, on pissera dans des violons, quoi. Aurélien, tu n'as pas d'avis spécial sur les doublons? Mais il s'en fout, lui, il était à Galles-Angleterre, donc il était bien content. Oui, mais je suivais le résultat de USAP-SUA sur mon téléphone en même temps. Ouais. Bon, j'avais pas trop le temps de regarder le score, mais... Tu comptais les coups de pied. Mais t'étais pas très déçu de rater l'essai de Massilevou, par exemple? Non, c'est Massilevou qui a marqué. Non, ça j'ai jamais su, par exemple. Je sais que Agen a gagné. Alors que moi, j'étais très déçu de pas voir les chants gallois et tout ce qui s'ensuit, quoi. Et ce qui était pas mal, c'était l'explosion de bière dans le stade au deuxième essai gallois. Là, il pleuvait de la bière dans le Millennium. C'était bien. Ils en parlent, les joueurs, des doublons? Ça les agace ou c'est quelque chose qu'ils ont intégré Bah oui, puisque Cyril Bay a pleuré parce qu'il n'a pas pu voir Dorian Aldeguerri. Il paraît qu'avant le match, il était en larmes. Il disait doudou, que viendras-tu sans moi? Que fais-tu là? J'ai perdu mon doudou. Oh là là, mon Dieu. Non, mais les doublons aujourd'hui, quelque part, ils permettent aux joueurs de l'équipe de France de jouer un peu moins de matchs avec leur club. Puisque voilà, ceux qui sont. Alors il y en a certains, comme la charnière clermontoise, bon là, on va les faire jouer. C'est surtout pour pas qu'ils perdent de rythme, parce que des joueurs qui ne jouent pas pendant 15 jours, c'est embêtant en plein milieu de saison. Mais les autres, ça leur permet quand même là, d'avoir une semaine de battement, sans match. Donc bon, quelque part, les joueurs de l'équipe de France s'y retrouvent un peu. Mais encore une fois, dans un sport professionnel, des doublons, ça n'a pas de sens. Le Stade Toulousain, quand on voit le niveau aujourd'hui de Ramos, Ntamak, Dupont, et qu'on va voir jouer le Stade Toulousain, on a envie qu'ils soient sur la pelouse, même si les autres qui les remplacent sont très méritants. Mais pour le moment, c'est eux les stars. Et pareil à La Rochelle, on a envie de voir Aldrit, énorme depuis le début de la saison. Et puis on perd contre le Stade Français à la maison. Enfin bon, bref, c'est le rugby qui scie la branche sur laquelle elle est assise. Enfin, c'est incroyable que ça perdure encore longtemps et qu'il n'y ait même pas de début de discussion pour essayer de sortir de ça. Renaud est plus énervé qu'il va y avoir sur la Coupe du Monde avec des joueurs qui arrêtent leur carrière internationale pour rester dans leur club en top 14. Ça aussi, c'est complètement dingue. Mais c'est vrai, on en discutait ce midi avec notamment, Guillaume. Mais sur d'autres Coupes du Monde, il y a eu d'autres nationalités qui ont été concernées. Oui, bien sûr. On a discuté ce midi avec Guillaume de Goulet, que les suiveurs du podcast basket connaissent bien. Mais c'est vrai que les autres sports se gaussent de nous, quoi. Se disent mais vous êtes des pitres de faire jouer comme il le faisait remarquer en pleine Coupe du Monde, qui est quand même l'événement phare de ton sport. Il y aura du top 14. Oui. Voilà. C'est pas le même sport. Mais il y a un dieu, c'est du rugby, l'autre c'est du top 14. Ouais, déjà, c'est vrai. mais tu fais bien de le rappeler. Mais voilà, c'est aberrant. Voilà, on peut rien dire d'autre que voilà, le rugby pro est aberrant. Bien, vous êtes tous très énervés, du coup on va vous laisser une semaine pour vous calmer. On arrête là pour aujourd'hui. Voilà, c'était Crunch, une émission de la rédaction de l'équipe. Aujourd'hui, j'étais avec Clément Dossin, Aurélien Bouisset et Renaud Bourrel. Merci à Jules Cros à la technique. Merci à Roland Richard à l'édition. Retrouvez-nous tous les lundis sur l'équipe.fr, Apple Podcast, SoundCloud. N'hésitez pas à réagir, laissez des commentaires et mettez-nous plein d'étoiles. À la semaine prochaine.